Bonjour, donc je corrige la première partie des révisions du premier sujet de brevet que vous aviez. Donc je vais revenir sur le programme Scratch parce que certains d'entre vous ont des difficultés. Donc là, c'est le point de départ. Effacer tout, ça veut dire qu'on met l'écran à blanc. S'orienter à 90, c'est-à-dire dans cette direction. L'utilisateur va choisir une longueur. Cette longueur, réponse, est mise dans un tiroir qu'on appelle longueur. Il va choisir un angle. Cet angle est mis dans un tiroir qu'on appelle angle. Et ensuite, on commence à dessiner. Donc, on avance de 100. 100, c'est 5 carreaux. On tourne à droite de angle degré. Donc, ça dépend de la longueur de l'angle qui a été choisi. Ensuite, on va avancer d'une certaine longueur. Ça dépend de la longueur qui a été choisie. On tourne ensuite toujours à droite de 180 degrés moins l'angle donné, puisque vous aviez ici un dessin, quand je veux faire un angle de 60, je tourne de 120, puisqu'ici j'ai un angle plat 180, donc je vais tourner de 180 moins l'angle, 180 moins 60, ça fait 120 ici. Ensuite, on continue le programme, donc avancer de 100, et on recommence, on tourne de la valeur de l'angle, on avance de la longueur, et on tourne de 180 moins l'angle, on relève le stylo. Donc ce programme permet de dessiner un parallélogramme et selon la valeur de l'angle et la longueur, ça va nous permettre d'avoir soit un parallélogramme quelconque, soit un rectangle, soit un losange, soit un carré. Donc ensuite, on vous disait, première question, dessiner le parallélogramme obtenu avec longueur et l'angle donné. Ici, on vous disait la longueur, c'est 80. Comme un carreau fait 20 unités, on avance de 4 carreaux, 4 fois 20, 80. Et on fait un angle ici de 90. Donc, on a de nouveau de l'autre côté un angle de 90, puisqu'ici, on a l'angle plat. Donc, on avance de 80, on fait la même chose et on obtenait donc un carré. Ensuite, on vous disait de dessiner par translation, par la translation qui va de A à B, le carré, enfin le parallélogramme obtenu, donc un carré. Ici, on va se décaler, se décaler, se décaler selon la translation qui va de A vers B, et on obtenait le carré bleu. Ensuite, quelle valeur faut-il donner à la longueur et quelle valeur faut-il donner à l'angle pour obtenir le modèle ci-dessous? Donc on compte 20, 40, 60, 80, 100 et on a un angle droit, donc longueur 100, 5 fois 20 et angle 90 degrés. Ensuite, on vous disait, un élève a choisi la longueur 50 et l'angle 75 degrés, puis a recopié la figure. Après exécution du script, lequel des parallélogrammes a-t-il obtenu? Il a obtenu le C. Le C parce que on a tourné de 75 degrés ici, que l'angle plat fait 180, donc les 75 dont on a tourné, il reste pour faire 180, 105. Donc on a bien avancé de 100, comme était dit dans le script, de 50 pour la longueur choisie, et donc on a tourné de 75, et après on tournera de 180 ici, moins 75, c'est-à-dire 205 pour obtenir l'angle qui est ici. Voilà pour cet exercice. Je vous joindrai un document Scratch pour les élèves qui ont des difficultés avec Scratch avec les exercices suivants. Ensuite, vous aviez à réaliser l'exercice 4. Donc, on avait ici une zone qui subissait un double éclairage, ici et ici. Et on vous disait, donc, on avait modélisé, selon ce croquis, la représentation de la réalité. Donc j'ai reporté les angles 40, 4 mètres, 5,5 pour la longueur, 5 mètres pour la hauteur, 33 degrés. Et on vous disait justifier que l'arrondi au décimètre de la longueur PL est égal à 3,4. C'était le premier exercice. Donc HPL, pardon, je reviens. HPL est rectangle en F, en P, pardon. Donc, PL, c'est le côté opposé à l'angle H. HP, c'est le côté adjacent à l'angle H. Donc, on peut donc écrire que la tangente à l'angle H, c'est PL sur HP. On traduit avec les longueurs. Tangente à 40, c'est PL sur 4. Donc, la tangente à 40 fois 4, c'est égal à PL fois 1 ou à PL. Ça nous fait PL égale 3,356, PL environ 3,4 mètres au dixième près. Ensuite, on vous disait calculer la longueur LM, qui était ici,
correspondant à la zone éclairée par les deux sources de lumière, et on vous disait d'arrondir la réponse au décimètre. Donc, on a cette longueur maintenant qui est 3,4. On a la longueur totale qui est 5,5. Ça ne nous permet pas d'étudier cette longueur. Il nous faut calculer la longueur MC qui est ici pour pouvoir en déduire la longueur ML. Donc, il faut calculer MC. Donc, MFC est rectangle en C, comme tout à l'heure. MC, c'est le côté opposé cette fois à F. FC, le côté adjacent. Donc, la tangente à l'angle F, c'est MC sur FC. La tangente avec les longueurs, la tangente à 33, c'est MC sur 5. La tangente à 33 fois 5, ça nous donne MC. Ça nous donne environ 3,247. Et on arrondit au dixième près comme demandé, MC environ égal à 3,2. Donc maintenant qu'on a nos 3,4 ici, nos 3,2 là, on sait que cette longueur plus celle-ci moins ML, ça nous fait 5,5. Donc on va l'écrire 3,4 plus 3,2 moins ML égale 5,5. On remplace avec toutes les longueurs connues. 3,4 plus 2,2, ça nous fait 6,6. Moins 5,5, ça nous fait ML. Et quand on calcule, ça nous fait ML égale 1,1 mètre. Donc la longueur doublement éclairée fait 1,1 mètre. Ensuite, troisième partie, on effectue des réglages de spot afin que M et L soient confondus. C'était les réglages de ce spot-là. Hein, rectangle en F, là, ici. Pas rectangle en F, mais du spot situé en F. Donc, pour faire ceci, ça veut dire que c'est le point M qui va venir en L. Donc, l'angle va changer ici. Et on aura une longueur ici qui va être réduite, puisque ça sera plus MC, mais LC. Donc, L ne bouge pas, c'est M qui vient en L. Donc LC, ça nous faisait 5,5 moins la longueur PL qui était de 3,4. Ça nous fait 2,1. J'ai oublié mon 1 ici. Donc LFC est rectangle en C. LC, c'est le côté opposé à F. FC, c'est le côté adjacent. Donc on pourrait écrire la tangente à F, c'est LC sur FC. Donc on va utiliser arc tangente, puisqu'ici maintenant on cherche un angle. Arc tangente de LC sur FC nous donne l'angle F. Donc l'arc tangente de 2,1 sur 5, c'est 22,78. Et je vous rappelle, même si c'était donné dans l'énoncé, qu'un angle, on le rapporte en degrés entiers. Donc F mesure 23 degrés. On peut écrire au degré près si on veut. Voilà. Dernier exercice qui était donné à faire donc pour jeudi. Alors, pas très difficile, mais on revenait aux fonctions. Donc, on vous disait lors d'une étape cycliste, les distances parcourues par un cycliste ont été relevées chaque heure après le départ. Ces données sont précisées dans le graphique ci-dessous. Quelle est la distance totale de l'étape? Donc, on regardait le dernier point sur la courbe et on allait chercher dans l'ordonnée entre 180 et 200, il y a 190 km. Donc, on répondait 190 km. Il n'y avait pas besoin de justifier. En combien de temps le cycliste a-t-il parcouru les 100 premiers kilomètres? On allait chercher 100 sur l'abscisse, on cherchait l'intersection avec la courbe, ça nous donnait 2,5 heures. 2,5 heures, c'est 2h30 minutes. Quelle est la distance parcourue lors de la dernière demi-heure de course? Donc la dernière demi-heure de course, elle se situe entre 4h et 4h30, donc entre ce point-ci et ce point-là, c'est-à-dire 190 moins... Si on arrive ici, 170, ça nous faisait 20 km parcourus sur la dernière demi-heure. Ensuite, quel est l'antécédent de 130? Comment peut-on exprimer cette réponse avec une phrase concernant la course? Donc, on allait chercher 130 sur l'ordonnée et on descendait et on obtenait l'antécédent 3. Pour l'interpréter, on dira que pour parcourir 130 km, le cycliste a mis 3 heures. Enfin, les 130 premiers kilomètres. Ensuite, quelle est l'image de 2? Comment l'exprimer dans une phrase concernant la course? Donc, l'image de 2, c'est 70, ce qui signifie qu'en 2 heures, dans les 2 premières heures, le cycliste a parcouru 70 km.
Ensuite, on vous demandait, y a-t-il proportionnalité entre la distance parcourue et la durée de cette étape? Justifiez votre réponse et proposez une explication. Alors non, il n'y a pas proportionnalité puisque dans une situation de proportionnalité, la courbe est une droite, elle passe par l'origine, donc les points sont alignés. Ici, les points ne sont pas alignés, on n'a pas une droite, donc il n'y a pas proportionnalité. Alors on peut l'expliquer de plusieurs façons. On regarde, on a d'abord une vitesse, puis cette vitesse ralentit, puis elle réaugmente, et puis elle rediminue un petit peu. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, la fatigue du coureur au bout de la première heure, un terrain qui change et qui est plus pentu, qui aboutit à un ralentissement de la vitesse, et puis une réaugmentation à la fin, peut-être parce qu'on est proche de l'arrivée et que les coureurs se tirent un peu la bourre, comme on dit. Donc non, il n'y a pas proportionnalité entre la distance et la durée, la courbe n'est pas une droite, le rythme de course varie, le terrain peut changer et la fatigue peut entraîner une baisse de vitesse. C'est ce qu'on attendait de vous, un peu de réflexion. Donc voilà pour la première partie, une autre vidéo pour la deuxième partie.